Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va d'abord commencer par un point sur la situation géopolitique. Cette semaine, se sont tenues des négociations, milieu de semaine, entre les négociateurs russes et ukrainiens sous la houlette de la Turquie, avec pour la première fois depuis le début du conflit des déclarations un peu plus positives sur les intentions de part et d'autre. Non pas que la situation soit évidemment réglée, mais en tout cas une formulation de certaines choses qui ont plu au marché. On a vu une détente qui s'est un peu poursuivie cette semaine, même si la volatilité revient un petit peu en fin de semaine. On a quand même eu des mouvements assez marqués sur l'énergie cette semaine, des mouvements également sur le marché action, avec des niveaux de volatilité qui sont tombés sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis quelques temps. Et donc l'idée que peut-être effectivement les deux parties commenceraient à trouver une sorte de terrain d'entente pour esquisser un cessez-le-feu à un moment donné, et puis un accord de paix, espérons-le, le plus tôt possible. Donc ça continue d'être le point central pour les marchés cette semaine. Il y a eu quelques données macroéconomiques, on va en parler, des chiffres sur l'inflation, des mouvements sur la courbe des taux US, mais c'est vrai qu'on voit que chaque déclaration du côté russe ou du côté ukrainien, du côté européen également, ou parfois du côté américain, font réagir les marchés en fait. Et les marchés sont quand même très axés à la parole près, à la phrase près en fait. Les algorithmes de trading réagissent immédiatement dès qu'une phrase est positive et inversement dès lors qu'une phrase est négative. Donc cette semaine, voilà ce qu'il faut retenir sur le plan en tout cas de la géopolitique, c'est pour la première fois des échanges ont pu avoir lieu de manière formulée, voilà, et les marchés ont été un peu sensibles, donc on disait qu'une baisse de la volatilité globalement cette semaine. Et puis donc des prix de matières premières qui sont pas mal retombés. On va prendre le cas par exemple du pétrole, le pétrole WTI, on regarde le Brent pour la partie européenne, mais si on prend le WTI qui est également sensible malgré tout à ces questions géopolitiques, et bien on a eu un retour là en fin de semaine sous les $100, même à plusieurs reprises cette semaine, le baril est passé sous les $100, donc on rappelle, le WTI il y a plus de 3 semaines, il cotait aux alentours de $130 et on était à $140 pour le Brent, donc on a quand même une détente du pétrole qui est présente. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont également annoncé avoir recours beaucoup plus important aux stocks stratégiques de pétrole et seront suivis en cela par d'autres pays. Il y a une espèce de coalition qui s'est formée sur le relâchement d'une partie des stocks stratégiques de pétrole. Pour les États-Unis, c'est évalué aux alentours de 1 million de barils par jour pendant une période de 6 jours, et ensuite des opérations régulières pourront avoir lieu si des tensions sont de nouveau observées sur les marchés pétroliers, enfin sur les marchés, sur les prix du pétrole. Donc on voit que c'est quand même un élément qui a détendu le marché pétrolier. Alors on rappelle que c'est pas une détente complète pour l'instant. Si on donne les variations de ce que faisait le pétrole avant la crise ukrainienne, on naviguait dans des zones, si on prend la variation pour les 6 derniers mois du WTI, avant vraiment l'accroissement des tensions géopolitiques, on avait un baril qui évolue en gros entre 60 et 85 voire $90 le baril. Donc une zone médiane, c'était plutôt proche des 75-80 sur les 6 derniers mois. Donc on voit bien que même avec les actions sur les stocks stratégiques, le fait de retomber à $100, on a quand même du coup un marché qui anticipe des choses. Quand le pétrole retombe à $100, il n'y a pas que l'action des États-Unis et d'autres pays par rapport à leurs stocks stratégiques. On le disait, c'est aussi l'anticipation, un début d'anticipation que la situation, même si ce n'est que progressivement, peut commencer, en tout cas la situation de communication peut commencer à s'améliorer peut-être entre l'Ukraine et la Russie, avec des peut-être là aussi premiers mouvements sur le terrain. On voit encore différentes déclarations, donc délicat de faire la part des choses dans les différentes déclarations que l'on reçoit, mais certaines déclarations dans le sens effectivement de mouvements sur le terrain qui iraient alors parfois un peu dans le sens de ce que dit la Russie, parfois contre ce que dit la Russie, donc c'est toujours pareil, il y a des phrases de chaque côté, donc le marché essaie de trouver un juste milieu par rapport à ça, mais en tout cas on a l'impression qu'il y a quand même eu quelques différences par rapport à la semaine d'avant en fait, voilà, et c'est ça que les marchés des matières premières ont pricé cette semaine, et aussi le marché action en partie, même si on le dit, la volatilité est un petit peu repartie en fin de semaine, parce que voilà, on voit bien que tout ne sera pas linéaire dans les négociations, et que ce sera probablement du 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas en avant puis 1 pas en arrière, voilà, ça risque d'être de cette nature là. Donc toujours délicat de dire si le pic pétrole prix a été atteint, mais en tout cas le positionnement cette fin de semaine, au moment où en tout cas on enregistre ce podcast, donc vendredi à mi-journée, on a un baril qui est plutôt revenu vers les $100, donc plutôt, et qui a même touché ce matin un plus bas de 15 jours, donc ce qui est quand même assez significatif dans la perception
du marché, de ce qu'il voit sur le terrain et dans les relations géopolitiques. Donc ça c'est pour la partie vraiment géopolitique et énergie. Après, l'autre grosse actualité de la semaine, ça reste la trajectoire de la courbe des taux. Alors on rappelle ce que c'est la courbe des taux, c'est l'évolution des taux à la fois courts, hein, les taux courts aux États-Unis, le taux 1 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans notamment, et ensuite les taux longs, 10 ans, 30 ans notamment. Et donc on observe quoi? Avec cette courbe est toujours très aplatie. Hein. Une courbe aplatie, ça veut dire que les taux courts sont hauts par rapport aux taux longs et que même parfois les taux courts, donc sur des durées courtes, dépassent les taux sur des maturités donc plus longues. Et ça c'est un vrai problème parce que normalement les taux, les taux sur les échéances courtes, hein, de quelques mois ou même de 2 ans, doivent être en dessous des échéances 10 ans et 30 ans notamment. Or là, on a plusieurs points de la courbe des taux aux États-Unis qui sont inversés, ce qui veut dire qu'il y a des taux courts qui, désormais, le taux 3 ans, 5 ans par exemple, et le taux 7 ans, eh bien, se trouvent au-dessus du taux 10 ans américain, ce qui est une anomalie. Et on a eu cette semaine, ça aussi c'était une première depuis 2019, ce qui est pas forcément un signe génial. On a eu même une inversion à quelques reprises cette semaine entre le taux 2 ans et le taux 10 ans américain. Et donc, quand on regarde dans l'histoire des 30 dernières années, quand il y a des inversions sur ces deux points de la courbe, 2 ans et 10 ans, ce que cela a donné, eh bien, on remarque que 3 fois sur 4, ça a donné lieu à des récessions ensuite pour les économies concernées, donc là, en l'occurrence, pour l'économie américaine. Il y a seulement eu un cas, c'était en 2019, donc cette courbe a été brièvement inversée entre le 2 ans et le 10 ans, et il n'y a pas de récession qui a suivi, ou en tout cas, la brève récession qu'on a connue, c'était en 2020, mais c'était lié au Covid, donc pas lié à des choses purement d'ordre monétaire ou économique, mais un événement comme ça, un petit peu surprenant, qui est carrément surprenant, qui est arrivé. Donc disons que le seul exemple où effectivement il y a pas eu cette récession liée à des choses plutôt monétaires ou économiques, hein, c'était en 2020, suite à cette inversion de courbe de taux en 2019. Donc une inversion de courbe de taux sur certains points n'est pas obligatoirement un schéma de récession. Goldman Sachs par exemple estime qu'il y a peu de chances d'avoir une récession aux États-Unis dans les 12 prochains mois. Alors c'est sûr que ce schéma récessif, on a vu cette semaine plusieurs instituts économiques en Allemagne qui ont là aussi les conseillers, notamment les conseillers économiques du gouvernement allemand, qui ont une vision, effectivement, qui ont très fortement dégradé les perspectives de croissance pour l'Allemagne. Elles sont passées à 1,8 pour 2022, alors qu'elles étaient, la dernière estimation, c'était avant la crise ukrainienne, donc c'était à plus de 4% de croissance anticipée pour cette année, donc il y a des sacrées révisions à la baisse, et effectivement, certains conseillers du gouvernement allemand estiment que la probabilité d'une récession en Allemagne est substantielle cette année. Donc on rappelle, une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de repli de la croissance, donc ça ne veut pas dire qu'on rentre en récession durablement, mais c'est un impact, donc, dans quelques mois sur la croissance du pays. Donc c'est aussi ce risque-là qu'ajustent les marchés, et effectivement les marchés qui ont bien récupéré une partie, en tout cas la plupart des gros indices européens et même tous les indices américains ont déjà complètement récupéré la chute des marchés liée au début de l'invasion de l'Ukraine, à savoir le 24 février, et certains indices sont même en train de remonter sur les niveaux de mi-février, voire début février, et certains indices mondiaux même sur les niveaux de janvier, je pense notamment au Nikkei par exemple, pour le Japon. Donc là ça veut dire que les indices effectivement pour certains sont déjà rentrés dans un schéma où il n'y aura pas forcément des nouveaux points bas qui seront touchés. Voilà, c'est pour l'Europe, c'est un peu plus en balance, mais même si je pense quand même qu'on a touché des points bas très important, donc la probabilité de les revoir, les points bas qu'on a touchés en février sur le CAC 40, le DAX, le MIB, même pour l'Italie ou l'Eurostock 50, la probabilité de revoir ces points-là, il faudrait vraiment qu'il y ait une escalade très très forte, à nouveau des relations avec des tensions avec la Russie, avec une coupure des livraisons de pétrole et de gaz à l'Europe, avec des récessions très très brutales. Vous voyez, là effectivement oui les indices retomberaient sur ces points bas, mais là de ce qu'on a vu cette semaine en tout cas, pour l'instant, ce schéma-là n'apparaît pas comme étant le plus probable. Voilà. Après, c'est sûr que la grosse actualité de la semaine, ça reste effectivement ces menaces, ces menaces claires de Vladimir Poutine de dire si vous ne me payez pas mon gaz en roubles, eh bien, donc ça veut dire retour de contrat, et donc si les contrats ne sont pas respectés, en gros, vous ne serez plus livré. Donc, ce sont des menaces. On a vu du côté européen que les responsables européens pensaient que c'est le cas de Mario Draghi, par exemple, pour l'Italie, qui pensait que c'était pas quelque chose de probable, que c'est pas forcément quelque chose dont la Russie avait réellement l'intention par rapport à l'Europe. Donc voilà, encore une fois, on essaie de se baser sur ce qu'on entend, en faisant la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la menace, ce qui est de l'ordre de la réalité, de ce qui est de l'ordre de la communication intérieure, de ce qui est de l'ordre, vous voyez, du réel en fait. Et ça, c'est extrêmement dur, parce que comme toutes les crises, il y a une partie de, je veux dire, un peu de bluff entre guillemets, une partie de menace, une partie de réalité, et donc arriver, et c'est le rôle aussi, c'est la difficulté pour les marchés d'arriver à faire le tri entre toutes ces informations. Donc en tout cas, c'est clair que il y a en tout cas les marchés de l'énergie pour l'instant n'ont
pas trop l'impression, enfin ne price pas vraiment, hein, on se parle en tout cas comme un baril qui est revenu sous les $100 et puis même des niveaux de prix du gaz naturel en Europe. À la veille du week-end, pour l'instant, les marchés n'ont pas l'impression que les menaces de la Russie vont être mises à exécution. Donc voilà le contexte au moment où on enregistre. En revanche, hein, on peut quand même avoir des indices qui ont besoin de souffler, de consolider encore un petit peu. Il y a un gros rallye quand même, hein, on l'a dit à l'instant, des indices européens et américains ont récupéré toute la baisse liée à l'Ukraine, donc à un moment donné, peut-être qu'on part aussi à être un peu vite sur les marchés et qu'il y aura besoin de consolider un petit peu. Ça, c'est pas impossible, sans pour autant revoir les points bas hein, qu'on a touché en février, qu'on a touché en mars. On n'est pas obligé non plus de remonter sur les sommets en ligne droite, hein, et donc voilà, une consolidation semble quand même assez probable, une consolidation qui pourrait même durer longtemps, hein, plusieurs mois, mais semble assez probable pour les gros indices européens et américains. Il y aura toujours également, dernier élément de cette semaine qu'on a suivi, donc les déclarations des membres de la Fed. C'est vrai que c'est le deuxième sujet le plus important pour les marchés, la géopolitique d'abord, puis les questions de normalisation monétaire ensuite. Voilà, certains membres de la Fed ont aussi laissé planer l'hypothèse d'une hausse de taux de 50 points de base à la prochaine réunion, alors que normalement les hausses de taux c'est plutôt 0,25, hein, donc c'est 25 points de base d'un coup. Là, effectivement, le risque, hein, vu les niveaux d'inflation que nous avons aux États-Unis et en Europe, le risque c'est qu'effectivement la Banque centrale américaine décide que sur une ou deux réunions, elle puisse aller d'un coup sur une hausse de taux de 50 points de base. Ce qui surprendrait les marchés, qui serait négatif par contre, c'est clairement d'avoir des hausses de taux en dehors des réunions. Donc ça, c'est pas forcément le plus probable, hein, mais on sait que quand la crise, par exemple Covid, était intervenue, il y avait eu des décisions d'abaisser les taux entre les réunions prévues initialement. Hein, donc là, c'est clair que si la Banque centrale américaine commençait à relever les taux en dehors des réunions prévues, là, ce serait perçu effectivement comme un signe de retard en fait, hein, de la Fed, et là, les marchés probablement n'apprécieraient pas ce genre de situation. Donc ça reste quand même le sujet qu'il faut continuer à surveiller en parallèle de la géopolitique, à la question de la trajectoire de la normalisation monétaire aux États-Unis. L'hypothèse en tout cas de 50 points de base d'hausse de taux à la prochaine réunion n'est donc pas à écarter du tout, vu les dernières déclarations des différents membres de la Fed. Dernier élément macro, et après on passe au programme pour la semaine prochaine. C'est l'action de la Banque du Japon cette semaine. La Banque du Japon qui voit le taux 10 ans japonais venir taper les 0,25%. Alors ça paraît pas énorme comme ça hein, quand on compare au taux américain ou autre, mais la Banque du Japon applique un contrôle de la courbe de taux. Ce qui veut dire qu'elle s'est fixé des limites de tolérance, des plafonds en fait, hein, au-dessus duquel le taux 10 ans, qui est donc le taux de référence, ne doit pas aller. Et cette semaine, on a atteint les 0,25%. Donc qu'a décidé la Banque du Japon? Elle a décidé de procéder à des achats d'obligations illimités pour, en quelque sorte, hein, pas pour en quelque sorte, pour carrément faire retomber la fièvre sur les taux. Alors je mets la fièvre entre guillemets parce que les taux sont pas très élevés, mais effectivement le Japon qui finalement cherchait depuis de très nombreuses années à avoir un petit peu d'inflation, se retrouve avec un peu d'inflation désormais. C'est très peu par rapport à ce qu'on voit en Europe et aux États-Unis, mais la conséquence c'est que logiquement les taux longs se redressent par rapport à cette situation inflationniste, et de fait la Banque du Japon décide donc de limiter l'appréciation des taux. Attention quand même que ces politiques sont un petit peu dangereuses, hein. On se souvient de l'action à un moment donné de la Banque centrale suisse en 2015 et puis les années précédentes, hein, qui voulaient limiter l'appréciation du franc suisse, allaient fixer comme ça des limites de tolérance, et puis à un moment donné, ces limites de tolérance sont retirées, en tout cas c'était le cas pour la Banque centrale suisse à l'époque, et ça va générer de très gros remous dans le marché, parce que personne ne pensait qu'elle pouvait faire une chose comme ça, savoir du jour au lendemain de retirer finalement son action, empêchant le franc suisse de s'apprécier. Donc là, on verra, c'est pour la Banque du Japon, ce sera aussi le cas à un moment donné. Est-ce que la Banque du Japon va persister dans ses achats illimités, ou est-ce qu'à un moment donné, les niveaux de croissance et d'inflation seront de nature à la laisser finalement bouger ce taux 10 ans un peu plus haut que les 0,25%. Donc ça c'est quand même quelque chose à suivre, parce que c'est des opérations quand même très atypiques, et surtout des achats limités, c'est quand même des choses très conséquentes pour une banque centrale, notamment quand les taux réagissent logiquement, encore une fois, à une situation inflationniste. On va poursuivre donc ce podcast est terminé par le programme pour la semaine prochaine. Une semaine prochaine relativement légère, hein, light en termes de statistiques. On aura simplement lundi la confiance des investisseurs pour la zone euro. Mardi, la décision de la Banque d'Australie sur sa politique monétaire. L'indicateur également ISM Service pour les États-Unis qui mesure donc la dynamique d'activité dans le secteur des services. On aura quelques speakers de la Fed également, notamment Brainard, ce sera mardi, puis le faucon assez agressif, donc James Bullard, on verra ce qu'il nous dira donc de la politique monétaire la semaine prochaine, et on aura donc mercredi les minutes de la Banque centrale américaine, donc les minutes du FOMC qui seront publiées mercredi, donc qui permettront également d'y voir un peu plus clair sur d'y voir plus clair. On sait déjà que la Fed va appliquer une politique de normalisation musclée, mais disons qu'on verra justement les détails un petit peu plus des discussions dans ces minutes de la dernière réunion de la Banque centrale américaine qui seront communiquées mercredi soir. On finira donc la semaine jeudi avec les ventes au détail. Pourquoi je dois finir la semaine? Parce que vendredi il n'y a quasiment aucune statistique, très
peu en tout cas de statistiques importantes. Donc les dernières importantes, ce sera jeudi, avec les ventes au détail en Europe. Et puis je vous le disais, intervention de James Bullard pour la Fed, qui est un faucon qui parle de normalisation forte. Donc on verra si effectivement il maintient ses propos dans le contexte que nous connaissons actuellement. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.